Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Nous sommes en guerre. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей... Moscou, pour la première fois, met en garde contre un danger réel de Troisième Guerre mondiale. Mes chers compatriotes, à cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse et nous prendrons toutes nos responsabilités pour protéger la souveraineté et la sécurité de nos alliés européens. Nous sommes en guerre. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Les tensions montent autour de la guerre en Ukraine. 40 alliés des États-Unis se réunissent aujourd'hui en Allemagne pour armer l'Ukraine. L'Allemagne a annoncé ce matin qu'elle allait livrer des chars Guépard. La France livre des missiles anti-chars Milan et des canons autoportés César. Hier, Sergueï Lavrov mettait en garde contre le danger réel d'une troisième guerre mondiale. Aujourd'hui, ce matin, il affirme, je cite, que le risque d'une guerre nucléaire ne peut pas être sous-estimé, d'où notre grand débat. Craignez-vous une troisième guerre mondiale? Et vous êtes 54,8% à dire oui. Avec nous, Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Emmanuel Dupuis, bonsoir. Bonjour Philippe et bonjour à vos vraies voix de ce soir. Ah, bonjour. Bonjour. Pendant, toujours. Oui, pendant la guerre froide, on parlait des périodes de détente. Là, on est en guerre chaude du côté de l'Ukraine et l'heure n'est pas franchement à la détente. Oui, on avait perdu cette habitude d'avoir ce discours très dur avec la rhétorique nucléaire, la grammaire nucléaire utilisée de part et d'autre. Hein. Souvenons-nous, Jean-Yves Le Drian avait évoqué le fait que l'Alliance Atlantique était une alliance nucléaire. La réponse de Vladimir Poutine était la mise en alerte de ses forces de dissuasion partiellement nucléaires. Et on a gravi un échelon supplémentaire assez alarmant, même si on va essayer peut-être de relativiser les choses avec Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, qui dans une interview hier a peut-être été surinterprété en évoquant non pas le risque absolu d'une guerre nucléaire ou sa volonté de rentrer dans cette guerre nucléaire, mais le fait que dans une période de tension, maintenant nous sommes dans 62 jours d'un conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine et donc partiellement les co-belligérants que nous sommes, évidemment, on ne peut pas aller vers un sentiment d'apaisement. On est très éloigné d'une perspective de cessez-le-feu. On l'a bien vu avec la discussion très dure aujourd'hui entre le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et ce même ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Le président Vladimir Poutine n'a pas boudé son plaisir en faisant attendre de nombreuses minutes le secrétaire général des Nations Unies pour montrer que la venue du secrétaire général de l'ONU est un non-événement et qu'il était plus enclin à honorer les athlètes revenus de Pékin pour montrer que tout continue comme si de rien n'était. Mais néanmoins, il y a ces mots qui ont été prononcés d'une tension de plus en plus forte et d'une alerte à l'égard des États-Unis notamment, qui, quantitativement et qualitativement, sont en train d'armer et de réarmer les forces armées ukrainiennes. D'un mot pour que les choses soient claires dans l'esprit des auditeurs, le budget de la défense de l'Ukraine, c'est 4,2 milliards de dollars. Les Américains ont annoncé avoir livré 3,7 milliards, c'est-à-dire quasiment 75% du budget de la défense ukrainien. Oui, encore le budget de la défense à 4 milliards, c'est équipement plus personnel. Caroline Pilastre. Oui, et formation. Et formation. Je suis comme beaucoup très angoissée sur la suite des événements parce que M. Poutine est une personne instable psychiquement qui ne dit pas ce qu'il fait malgré les pourparlers, malgré la diplomatie nationale et internationale. Et c'est vrai que lui se dédouane et se justifie de ce conflit qui est une guerre à proprement parler, mais qui est aussi une guerre d'image, une guerre de communication, une propagande russe, en expliquant que c'est parce que l'UE et donc l'OTAN n'ont pas respecté les accords de Minsk il y a 8 ans, qu'il continue à avancer, à envahir l'Ukraine, dont il fait table rase. Parce que quand on voit ces images, il n'y a absolument pas de doute sur le fait que ce soit un crime de guerre. Il est en train de raser ce territoire. Il est en train de tuer, quand on voit les charnières, tous ces Ukrainiens. C'est une abomination. Alors bien sûr que la guerre n'a jamais été propre. Mais le problème, c'est que nous, comme les autres pays européens, ainsi que les Américains, nous fournissons des armes défensives à l'Ukraine, pas offensive, parce que justement c'est toute la limite et le paradoxe, sachant que nous sommes l'UE et nous faisons partie de l'OTAN. Si nous avançons dans ce sens-là, M. Poutine prendra ça et ça
c'est uniquement ce qu'il attend comme étant une déclaration de guerre. Et évidemment que là, ce sera la Troisième Guerre mondiale. Maintenant, je ne pense pas que ce soit le but, malgré l'intimidation de M. Poutine, d'envoyer des armes chimiques, en l'occurrence la bombe nucléaire. Alors non, ça c'est différent. L'arme nucléaire, c'est différent de l'arme chimique. C'est des armes de destruction massive, mais c'est pas la même chose. Non, mais il parle de tout ça, en fait. Depuis le départ, sous-jacent, il parle alors, de nous attaquer. Alors, il n'a pas parlé d'armes chimiques. On a dit qu'il risquait d'attaquer à l'arme chimique. Mais oui, mais alors ça, on peut toujours dire potentiellement, c'est vrai, tu as raison de préciser. Paris et New York de la carte mais aussi. Voilà, ça veut dire que tous les pays frontaliers à la Russie pourraient aussi se voir disparaître. Donc il n'a pas intérêt à faire ça parce qu'il y a énormément de pays qui ont aussi la bombe nucléaire dans ce sens-là, si on joue à ce petit jeu, si je puis dire. Mais c'est surtout une continuité de la guerre froide, parce que qu'est-ce que veut M. Poutine? C'est un affrontement uniquement avec M. Biden, donc l'Amérique, parce qu'il n'a pas supporté que l'Ukraine puisse rentrer dans l'OTAN. On va faire réagir Emmanuel Dupuis. Oui, alors quelques éléments de complément par rapport à ce qui a été dit. Dans la doctrine russe, l'armement nucléaire fait partie d'une capacité d'emploi tactique, ce qui n'est pas le cas pour nous. Nous sommes dans une logique où nous utilisons l'arme nucléaire de manière stratégique en deuxième frappe. On n'utilise jamais dans le narratif ou dans la grammaire nucléaire l'idée qu'on puisse potentiellement, théoriquement, utiliser l'arme nucléaire. Vis-à-vis de la Russie ou même des États-Unis, c'est un langage qu'ils emploient. Donc, pour comparer, 1 à 5 kilotonnes, Nagasaki et Hiroshima, c'était 20 kilotonnes. Enfin, avec 1 à 5 kilotonnes, vous détruisez quasiment l'Île-de-France. Enfin bon, les Russes... Non, avec 1 kilotonne, on ne détruit pas l'Île-de-France. Avec 1 kilotonne, on détruit une bonne partie de Paris. Mais pour détruire Paris, c'est plutôt 1 mégatonne, là. Allez, je vous l'accorde. Mais ce que je veux dire, c'est que on surinterprète l'utilisation de ce terme nucléaire parce que c'est évidemment la peur absolue que ça amène à la destruction totale. Deuxième élément, la Troisième Guerre mondiale, si tant est qu'il faille la comparer aux deux précédentes, d'une certaine façon, a déjà commencé, puisque dès 2014, nous étions co-belligérants en soutenant l'Ukraine dans sa guerre contre les forces russes ou séparatistes qui avaient envahi déjà une partie de leur territoire. Et puis le troisième élément, et ça a été rappelé par ma collègue, notre vraie voix, c'est que la question de cette... enquistement de ce conflit est la preuve de la faiblesse de la Russie. Parce que si elle n'était pas enlisée dans le Donbass, elle n'utiliserait pas le risque potentiel d'avoir recours à la nucléaire. C'est une façon un peu dilatoire de montrer que, étant donné que l'avancée n'est pas aussi rapide en Ukraine, on détourne l'attention en disant que le vrai ennemi, et là je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est les États-Unis. On rehausse le niveau en disant que nous ne dialoguons qu'entre la Russie et les États-Unis. Si vous m'accordez une dernière phrase, l'Europe, de ce point de vue-là, est totalement marginalisée. Alors, René Chiche, je vous demandais d'être court, tout comme Emmanuel Dupuis, parce que ça réagit beaucoup et tout le monde doit s'exprimer. Alors, moi, je vais juste poser une question. Parce que personnellement, je ne crois pas à une troisième guerre mondiale. Mais bon, ça, c'est mon opinion. Je vais juste poser une question à M. Dupuis. Est-ce que vous ne pensez pas que le pouvoir russe a quand même un double discours? Parce que Lavrov a aussi dit hier ou avant-hier, tout cela va bien sûr se terminer par un accord. Alors vraiment, on n'y comprend plus rien. Et il y a un jour ou 2 jours, l'ambassadeur de la Russie à l'ONU, j'ai noté, Dmitri Polyansky a dit « Nous devons calculer toutes les conséquences de notre comportement quand on a affaire à des puissances nucléaires. » Donc est-ce que finalement il n'y a pas un double discours pour à la fois faire peur et de l'autre côté on négocie, on craint? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est du roulement de mécanique, Emmanuel Dupuis, pour faire un concentré des propos de René Chiche. Je réponds à René, tout simplement, en disant qu'il a raison. La dialectique russe est toujours ambivalente. D'un côté, on évoque l'idée qu'à un moment ou à un autre, il faudra négocier, mais négocier en position de force. Et pour l'instant, la Russie n'est pas en position de force, puisqu'elle n'a pas conquis la totalité du Donbass, qui était déjà son objectif en 2014. D'où le fait de choisir un autre agenda pour engager un rapport de force avec les États-Unis. Après, en complément de ce que vous avez dit, la Russie pense aussi à l'étape suivante. Le cessez-le-feu ou l'accord dont parle Sergueï Lavrov, c'est pas tant sur l'Ukraine que la nécessaire réflexion sur une architecture de sécurité à rénover. Et là-dessus, on est tous conscients qu'une fois que l'Ukraine sera de nouveau pacifiée, on n'aura pas réglé le problème. Il faudra bien aller à la table de négociation pour qu'il n'y ait pas d'autres Ukraines
qu'il n'y ait pas une tentative de déstabilisation des pays baltes ou peut-être de la Moldavie. Donc je pense que Lavrov joue diplomatiquement une partition qu'il a toujours jouée en soufflant le chaud et le froid. Les militaires font leur travail. Moi, je fais mon travail de diplomate en disant qu'à un moment ou à un autre, le rapport de force qui sortira de ces désormais sans doute 3 mois de crise devra être rénové ou en tout cas rediscuté avec les partenaires occidentaux. Les vraies voix à 18h42, notre grand débat. Craignez-vous une troisième guerre mondiale? Vous êtes 55,2% à dire oui. On se retrouve tout de suite avec Didier Testot et le 0826 300 300. Retour des vraies voix, notre grand débat. Craignez-vous une troisième guerre mondiale? Vous êtes 55,2% à dire oui. Avec nous, Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Didier Testot. Oui, alors c'est vrai que cette semaine, moi, ce qui m'a impressionné, c'est, vous avez peut-être vu, et nos auditeurs aussi, c'est la vidéo de Vladimir Poutine avec, je crois, un de ses ministres. Et il était sur une table comme ça, il avait ses mains sur une table, donc vous le voyez de profil avec le visage bien gonflé, et il a tenu pendant tout son échange avec la personne le bureau de cette manière-là. Donc ce côté un peu fébrile, malade. C'était son ministre de la Défense d'ailleurs. Voilà, le ministre de la Défense, on ne sait pas trop dans quel état il est. Donc bien sûr, quand on voit ce type d'image, oui, ça fait peur parce que on pense au pire en se disant si lui il part en vrille, comme on dit, familièrement, et ben effectivement ça peut aller de là. Au-delà de ça, ce qu'on parle de compétition ou de guerre mondiale, on est en compétition, si on regarde en dehors d'Europe, faut un petit peu ouvrir les yeux, en dehors d'Europe, en mer de Chine, les Américains et les Chinois, depuis des années, sont en train les Chinois de faire une île artificielle, d'y mettre des soldats, les Américains d'envoyer leur flotte. Donc on est dans un contexte général. Avant même cette guerre en Ukraine, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y avait quelques avions russes, des avions à bombardiers nucléaires, qui passaient sur la Manche. Voilà, qui faisaient des petits détours. Notamment des Tupolev 160 qui sont les Tupolev 144, les copies du Concorde en version bombardier. En provocation. Et puis on a parlé tout à l'heure un petit peu de numérique. Il ne faut pas oublier que la guerre aussi aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les cyberattaques. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est quotidien. C'est-à-dire que toutes nos données dans nos sites internet, etc., les hôpitaux, on est tous connectés. Et ben aujourd'hui, la guerre, elle se passe là au quotidien. Si vous ouvrez un serveur aujourd'hui pour mettre vos données, vous aurez des Russes et des Chinois qui iront l'attaquer. Emmanuel Dupuis. Et après, on part au 0826 300 300. Oui, tout ce qui a été dit est juste et particulièrement bien vu. On est rentré dans une logique d'incertitude stratégique. Et les géopolitologues que nous sommes heureux parce que ça nous permet de faire la prospective, mais les militaires sont particulièrement perturbés parce que tous leurs plans sont en train d'être remis en cause. Tout ce qui était une perspective d'une montée en puissance lente du capacité industrielle européenne est accélérée, et c'est tant mieux, mais on voit qu'il y a quand même énormément de trous dans la raquette. Je rappelle que l'Allemagne, dont on avait dit, et on s'était félicité qu'elle était particulièrement disserte pour livrer des armements, est le seul pays européen qui n'en a livré aucun. Oui. Donc il y a entre la réalité et le dire une énorme différence. D'ailleurs, Olaf Scholz s'est fait un petit peu tirer les bretelles par Lloyd Austin il y a quelques minutes dans sa conférence de presse. Non, mais pour répondre directement et compléter le propos, oui, on est dans une période un peu compliquée car toutes nos certitudes sont en train de voler en éclats. L'impossibilité d'une guerre nucléaire est interrogée. Il pourrait y avoir l'utilisation d'armes nucléaires à des niveaux tactiques, comme je le disais, remettant en cause la légitimité du coup de la dissuasion nucléaire. Et c'est là où j'en viens à une nouvelle forme de guerre, effectivement, la guerre hybride, dans laquelle la guerre informationnelle, éventuellement une dissuasion cybernétique fait aussi partie des outils dont nous devons nous doter. Et je crois que au moins cette guerre en Ukraine aura eu le mérite de montrer nos faiblesses, de montrer l'urgente nécessité d'y pallier. Et si au moins on arrive à ça au niveau européen, j'aimerais que la voix européenne soit plus forte. À Ramstein, c'était vraiment l'OTAN et les Américains qui auront pris la main. Après tout, il y a encore 2 mois et quelques jours d'une présidence française du Conseil de l'Union européenne. Il est temps que Emmanuel Macron se rende à Kiev, car s'il ne le fait pas, Joe Biden, lui, s'y rendra. Et là, on aura la confirmation que l'Europe ne pèse vraiment plus rien, alors que c'est notre voisinage. On part au 0826 300 300, direction les Landes. Bonsoir Gilles. Bonsoir Philippe David et bonsoir à tous vos invités. Est-ce que vous craignez une troisième guerre mondiale ? Alors, pour tout dire, je suis inquiet. Et j'aimerais en aparté poser une petite question à Madame Pilastre. Oui. Quelle différence fait-elle entre des armes défensives et des armes offensives ? Parce que les unes seraient-elles létales et point les autres ?
La différence, c'est qu'on ne peut pas, justement, peser en aidant les Ukrainiens à proprement parler. On ne peut pas envoyer des soldats. C'est-à-dire qu'on envoie des armes pour qu'ils se défendent eux. Si nous, on avance plus dans ce conflit, Poutine trouvera ce prétexte, puisque son grand fantasme, c'est la fameuse dénazification. Et moi, je m'inquiète beaucoup par rapport à la date du 9 mai, qui est la fin de la guerre pour les Russes. 45. Voilà. Et c'est toute la différence. C'est le paradoxe, comme je vous le dis depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que défensif, oui, pour les aider, il faut bien quand même qu'ils se défendent, vu l'abomination qu'ils sont en train de vivre, puisque Poutine n'a aucun respect pour l'être humain quand on voit ces images, et c'est de la propagande de sa part de dire qu'il ne se passe rien ou que c'est juste un incident. Et offensive, c'est si nous pouvions aller sur le terrain, les aider à proprement parler avec nos militaires. Et Gilles, où voulez-vous en venir? Vous êtes assez inquiet, vous, c'est ça donc? Oui, alors je vais, ça va me permettre de rebondir ce que vient de dire Madame Pilastre. Parce que pour moi, des armes, malheureusement dans ma vie antérieure, j'ai eu l'occasion de m'en servir. Et pour moi, des armes, c'est des armes. Et des armes, ça tue, qu'elles soient offensives ou défensives. Et à partir du moment où on continue à abreuver les belligérants de ces armes, on continue la guerre. Parce que vous savez, il y a une chose qui est très très simple. Moi, je réfléchis comme un Français de base. Quand il n'y a plus d'armes, il n'y a plus de guerre. Donc là, on entretient, on met l'huile sur le feu. L'Occident ajoute, l'Amérique par-dessus, ajoute aussi de l'huile sur le feu. Et là, c'est ça qui me rend inquiet, si vous voulez. Donc on n'aide pas les Ukrainiens, c'est ça? On laisse l'Ukraine, on laisse les Ukrainiens mourir. C'est ça votre donc parce qu'il y a il n'y a pas d'autre option. Non, attendez, laissez-moi finir. Non, mais dites-le. Parce que je dis pas qu'on laisse, je dis surtout pas qu'on laisse les Ukrainiens mourir. Je dis simplement que plus on donnera, plus on armera les Ukrainiens, plus il y aura de morts, parce que plus la guerre continuera. Et ça, personne peut dire le contraire. Alors, merci beaucoup Gilles Deslandes. On va faire réagir très très brièvement en 30 secondes Emmanuel Dupuis. Une guerre mondiale, la menace de guerre mondiale, pour rebondir sur ce que dit Gilles, ce serait pas plutôt une guerre en Europe, parce qu'on imagine mal l'armée américaine débarquer à Vladivostok? Oui, alors c'est ça le paradoxe. C'est une guerre mondiale, mais une guerre mondiale européanisée, puisque ce sont avant tout des belligérants européens. D'ailleurs, les Américains pratiquent ce qu'on appelle le leadership from behind, excusez-moi l'anglicisme. En gros, c'est à vous, Européens, qui êtes en première ligne, de vous impliquer davantage. Nous fournirons du matériel, mais c'est vous qui en paierez les premières conséquences. Les missiles balistiques que la Russie va sans doute remettre sur le territoire biélorusse seront avant tout en direction de Londres ou de Paris, et peut-être moins de Washington. C'est de l'autre côté qu'ils sont placés. Juste un petit mot. 10 secondes. Entre armes létales et entre armes défensives et offensives, en fait, la vraie terminologie, c'est l'intensité des systèmes antimissiles. Enfin, des systèmes de missiles anti-tank ou anti-aériens sont considérés comme des armes défensives pour empêcher justement la capacité offensive et des hélicoptères ou des véhicules blindés. Quand on parle de matériel de plus haute intensité, les T-72 polonais, les MiG-29 de nouveau polonais. T-72, c'est des chars. Des 72 chars et très court. 29, MiG-29, donc des bombardiers et des chasseurs. Là, c'est évidemment des armes de haute intensité. C'est plutôt comme ça qu'il faut le dire. Merci beaucoup Emmanuel Dupuis, président de l'UPSE. Verdict sur Twitter, craignez-vous une troisième guerre mondiale? Vous êtes 55,1% à dire oui.